majorité fonctionne avec l'euro, il y a une deuxième monnaie qui sera utilisable. C'est pour ça oui, ce sera des monnaies locales. C'est une sorte de monnaie locale. Alors, il peut y avoir une monnaie locale, nationale, et une monnaie européenne, comme l'euro. Simplement, voilà, c'est particulier en fonction des. C'est ce que vous disiez, l'intérêt des monnaies locales, avec des monnaies nationales, ou des monnaies européennes, plus on descend vers le bas, c'est de pouvoir justement relocaliser la production et d'avoir une certaine autonomie économique et politique. Ça a intérêt, mais il ne faut pas uniquement ça. Il faut aussi un système fédéraliste pour pouvoir créer une fiscalité aussi. Parce que sinon, à la limite, ce qui s'est passé en Italie, par exemple, à un moment donné, l'Italie du Nord est de plus en plus riche, donc c'était la Lombardie, et l'Italie du Sud était de plus en plus pauvre, donc à la fin, ils ne voulaient plus rester dans un même État, ils voulaient, à la limite, rester entre riches. C'est ça le problème du système de relocalisation pur, c'est qu'à un moment donné, les riches, ils veulent rester entre eux, il n'y a plus d'entraide. Pour l'exemple de la Belgique, c'est la même chose. Maintenant, les Flamands, ils veulent partir, ils ne veulent plus rester avec les Wallons, donc les Belges francophones, qui sont plus riches, ils n'ont pas envie de payer pour les plus pauvres, mais il y a 30 ou 40 ans, c'était l'inverse. C'était les Wallons qui voulaient partir, parce qu'ils étaient plus riches, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut un minimum de fédération, sinon chacun ça disloque. C'est ce qui fait la force des États-Unis, c'est leur fédéralisme. Quand il y a un État qui est en difficulté, c'est l'État fédéral qui vient à son secours. Voilà. Ce qu'on ne sait pas faire en Europe actuellement de façon satisfaisante. Ouais. Ben, en fait, en Europe, ça s'appelle fédéralisme aussi, mais c'est pas le même fédéralisme. C'est un fédéralisme avec pas beaucoup de soutien, pas beaucoup d'entraide, hein, et bon. Il faut quand même reconnaître que ça ne marche pas. Oui. Parce que quand vous nous dites très clairement et très justement que la grande partie de la dette vient du fait que l'on n'a pas emprunté à la Banque centrale, et l'Europe actuelle dans laquelle la France n'a qu'un pouvoir très faible vient de prendre assez récemment des dispositions qui justement interdisaient d'emprunter à cette banque centrale. Donc ce n'est pas ce fédéralisme-là qui aura un quelconque effet positif, du moins c'est ce qu'on constate, il faut quand même le reconnaître. Il y a ensuite une autre correction historique que je voudrais donner, c'est que le Front National a été créé en 1972 et que Philippe Pétain a dirigé le gouvernement de Vichy en 1940. Le Front National n'a rien à voir avec Philippe Pétain. Ensuite, Mussolini, l'Amérique du Sud, rien non plus. Mussolini était italien et le Front National. L'extrême droite a existé en France. C'est leur problème à eux. C'est au sujet de l'extrême droite. Non, mais c'est juste l'histoire. Ensuite, il y a un autre domaine qui est important dans l'histoire. C'est quand vous regardez, par exemple, si on reprend par exemple le cas de Philippe Pétain. Philippe Pétain, lui, a été maréchal durant la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, c'est d'ailleurs sa stratégie qui a permis de limiter le massacre des soldats. La Première Guerre mondiale a été un véritable massacre. Mais à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'épidémie de grippe en Europe a fait plus de morts encore. Donc, le système de soins des populations est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas du tout quelque chose de négligeable, c'est quelque chose de fondamental. Et de ce fait, on constate actuellement qu'en fait, les dérives qui mènent à payer extrêmement cher les intérêts de dette et à puiser dans les cotisations sociales, c'est quasi quotidien, ça, c'est l'actualité quotidienne, c'est quelque chose qui a des conséquences qui sont dramatiques et qui, du fait qu'elles empirent, cette situation va prendre des proportions dramatiques. En fait, la cause, il y a deux causes principales qui expliquent le problème de la dette. Il y a effectivement le fait qu'il y a la privatisation de la création monétaire, mais l'autre cause, c'est difficile de savoir exactement. Il y a des polémiques entre économistes là-dessus. Il y en a qui sont que pour une cause, qui sont que pour l'autre. Globalement, on pourrait dire que ceux qui sont plutôt à droite, très à droite, ils centrent souvent leur explication. Enfin, les économistes avertis, je parle pas juste de ceux qui apprennent l'économie, sur le fait que c'est uniquement la création monétaire, et ceux qui sont plutôt très à gauche, ils ont tendance à oublier la création monétaire, et ils ont tendance à dire que c'est uniquement, donc ça on l'a vu
l'autre sens, mais à l'excès, c'est uniquement le manque de prélèvements fiscaux, la diminution des prélèvements fiscaux, enfin, les différents prélèvements, notamment, ce que je vous disais, le tableau que je vous montrais tout à l'heure, avec les 110 milliards de baisse de rentrée fiscale. Voilà. Après, je crois qu'il vaut mieux pas, je sais pas si le débat, la salle est mûre pour un débat sur qu'est-ce que l'extrême droite, je crois que non. Voilà. Et si j'affirmais que tous les problèmes que nous avons actuellement viennent tout simplement de notre déficit commercial, de notre balance commerciale, qu'on est incapable d'équilibrer, que tous nos problèmes viennent de là, que l'État est obligé de faire de la création monétaire. Normalement, dans une situation normale, on aurait une inflation absolument galopante, comme on l'a eu dans les années 76, 77, des inflations à 12%. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation? En général, comme vous disiez tout à l'heure, je vais vous la retourner, c'est là. Vous pouvez toujours le faire quand vous voulez embêter quelqu'un. C'est plus compliqué que ça, monsieur. C'est toujours plus compliqué que ça. Bah là, en l'occurrence, c'est plus compliqué que ça, parce que de toute façon, vous avez toujours raison en disant ça, de toute façon, on a toujours plus compliqué que ça. Et en l'occurrence, expliquer tout par la déficit commerciale, ça serait abusif. Alors, à la limite, ce serait plus compliqué que ça, s'il y avait une explication fondamentale du problème aujourd'hui, justement, c'est le capitalisme financier qui organise cette domination économique et politique sur le système. C'est ça le problème de fond. Alors après, évidemment, on peut réguler plus ou moins le déficit, de création monétaire, plus de déficit commercial. Mais voilà. Et après, il y a la question de démocratie, mais qui sont directement liées à ça. La démocratie, vous pouvez mettre tous les systèmes d'élection que vous voulez, tant que vous êtes dans un système capitaliste, et à chaque fois, ce sera le capitalisme qui domine. Avec Marx expliquait justement ces infrastructures économiques qui dominent les infrastructures étatiques, juridiques et autres. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il avait raison. Mais regardez ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne. L'État, le pouvoir politique n'a absolument pas respecté le choix des Français. Les Français, ils ont dit non à continuer cette politique européenne comme elle a été engagée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On fait voter les députés et on passe outre. Mais quelle est la sanction? Où est la sanction? Ils font ce qu'ils veulent. Là, pour le coup, c'est presque plus la faute des citoyens. On aurait dû tous descendre dans la rue. Il fallait dans la rue, mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Et donc là, on nous a marché sur les pieds, ou sur ce que vous voulez, sur la tête, et on s'est laissé aller. Donc c'est pour ça que la responsabilité, elle vient d'abord des dirigeants, qui ont le plus de pouvoir, et après, elle vient des citoyens. À un moment donné, si les citoyens disent stop, c'est fait par le passé. Il y a des fois eu des clubs généraux qui ont dit il y a eu des révolutions, et toutes les formes d'action. Quand les gens disent stop, les choses s'arrêtent. Mais quand on dit pas stop, parce que vous ne comprenez pas le système, on dit plus rien, souvent le discours. On dit plus rien, mais si on dit plus rien, alors on y peut, il y a des moments où on peut, et c'est le moment de le faire. Mais quand voilà. C'est peut-être qu'on n'était pas très convaincus. C'est parce qu'il y a un manque de sensibilisation, de prise de conscience des mécanismes. Je vous remercie tous pour les échanges fructueux, etc. Je vais juste faire un petit complément là, parce qu'on a parlé de système démocratique. Donc, par rapport à la démocratie, il y a un truc qui est très très bien, qui est travaillé par Étienne Chouard. En plus, ça tombe bien parce que je ne l'ai pas fait exprès, mais la petite vidéo qui est sur le site, qui parle au début de la création de la crise en Grèce avec une journaliste suisse. Il faut que vous ayez passé les 3 quarts d'heure de la Suissesse, vous tombez sur la partie d'Étienne Chouard, qui fait un speech sur le pouvoir réellement démocratique. Et il faut bien reconnaître qu'une grosse partie de nos soucis vient du fait qu'on élit des gens qui sont sponsorisés avec des millions, et ce qui fait qu'on apprend, et qui sont des professionnels de la politique, qu'on élit et qu'on réélit. Donc ils sont dans le magma, et effectivement, ils sont, on ne va pas dire corrompus, mais enfin, ils sont quand même bien élus. Donc effectivement, Chouard propose d'autres solutions, je vous propose d'aller les écouter. On verra si on pourra un jour l'inviter ici, ça n'est pas interdit. Chouard, c'est un chercheur. Vous verrez, des fois c'est un petit peu compliqué ce qu'il dit, c'est un petit peu long, mais c'est très très intéressant. Sur la création monétaire, etc., moi je suis content parce qu'il y a l'essentiel qui est dit. J'espère que tout le monde a bien compris que l'argent, en fait, quelque part, n'existe pas. Comment se crée la dette. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1900 milliards, c'est qui pas se disent, au jour d'aujourd'hui, sur la France.
qu'on rembourse, je crois que c'est 45 milliards par an, c'est ça, 45 milliards par an, que c'est aujourd'hui le deuxième poste, mais ça sera bientôt demain le premier poste, et on que... on paye les intérêts. Oui, mais voilà, j'ai pris là, on rembourse les intérêts, on ne rembourse pas le capital. C'est pour ça que ça continue de monter d'ailleurs. D'ailleurs, sur le site d'Assidu, j'ai mis aussi, par exemple, la courbe de l'endettement du Canada, puisque tous les pays suivent exactement la même courbe. On voit qu'à partir de 75, en gros, c'est une droite qui monte. C'est le taux d'intérêt qui monte en une droite. Donc, ça, moi, je suis très content. Et puis, je vous remercie pour tout le débat. Je vous propose de finir par un verre, une pomme, parce qu'on a toujours ça à la fin. Ça évite d'avoir des chips partout. Une pomme, c'est beaucoup plus sain aussi. Et on se retrouvera, j'espère, dans d'autres conférences derrière, sur des sujets tout aussi intéressants. Donc on fera sans doute sur l'argent, on fera sans doute sur les énergies, parce que c'est un sujet très intéressant. Je vous invite sur les énergies, justement, je rappelle celle en particulier, celle qui va se dérouler les 19 novembre. Alors il y sera peut-être double, mais au moins il y aura celle du 19 novembre, sur les travaux entre la relativité et les quanta, parce que découle de ces travaux-là le fait, comme le disait Tesla, de l'énergie dans les terres. Et si effectivement il y a énergie dans les terres, ça veut dire que la salle est pleine d'énergie et qu'elle est à disposition. On reste maintenant à capter, et comme l'avait fait Tesla en son temps, il avait fait tourner une Arrow avec un moteur synchrone sans autre source d'alimentation. Voilà, je vous laisse là-dessus. Alors, juste, j'ai oublié de faire un peu de la pub. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Les mécanismes illégaux et démocratiques du pouvoir. Donc, le premier chapitre, ça parle de ce qu'on vient de parler, c'est le pouvoir financier. Et après, en fait, j'essaie d'analyser les mécanismes de domination actuels, dont on a parlé un peu. Donc ensuite, il y a les mécanismes de domination de la production, du commerce, de l'État, de l'armée, de l'idéologie, aussi de la psychologie d'ailleurs. Donc j'essaie d'expliquer ça, d'avoir une vision, disons, globale de ces différents mécanismes, si ça vous intéresse.